C'est l'Occident. L'Occident est un traître des droits de l'homme. Pourquoi ils ont tué Sankara? Pourquoi ils ont tué Cabral? Pourquoi ils ont tué Lumumba? Pourquoi ils ont tué les Oumniobé, etc. Pourquoi ils ont tué Boganda? Mais professeur, alors, mais parce qu'ils défendaient les intérêts africains. Pourquoi on a fait un coup d'État contre Kwame Nkrumah et on a laissé les autres en place? Parce qu'ils défendaient les intérêts africains. C'est ça le problème que nous ne comprenons pas. Il y a un problème de fond. L'Occident, quel qu'il soit, quel que soit le président de la France ou de l'Occident, leur boulot, c'est de défendre les intérêts européens, français en Afrique. Il n'y a pas autre chose. Ils le disent clairement. Je n'invente rien. Professeur, je dis simplement que la France, l'Occident, ils savent défendre leurs intérêts. Ils savent défendre leurs intérêts. Ils mettent l'argent, ils mettent les hommes, ils mettent les moyens, ils mettent l'intelligence qu'il faut pour défendre leurs intérêts. C'est tout. Nous, Africains, on ne défend pas nos intérêts. On ne sait pas encore défendre les intérêts africains. C'est ça notre problème. Donc on n'accuse pas, si j'accuse, c'est les Africains eux-mêmes. Pourquoi nous n'arrivons pas à défendre nos intérêts? C'est ça le problème. Bon, on n'a pas... c'est ça le problème de l'Afrique. Mais les États-Unis défendent les intérêts américains. American First. De Trump, Donald Trump. Oui, ils défendent les intérêts américains. Le reste, ça ne le regarde pas. Les Chinois défendent les intérêts chinois. Il faut la roue de la soie. C'est dans l'intérêt de la Chine. Ils vont créer un marché de 3 milliards d'habitants. Et on fait l'Europe. Mais c'est dans l'intérêt de l'Europe. Même s'il y a Brexit, l'Europe, ils savent qu'avec l'OTAN, avec des choses comme ça, il vaut mieux faire l'unité de l'Europe. Ils vont se rapprocher de Moscou. Mais chacun fait ses intérêts sans regarder l'autre. Tu as ton génie, tu as ta volonté, tu fais tes intérêts. Les Africains, ils ne développent pas leur génie pour faire les intérêts, défendre leurs intérêts. Ils ne développent pas leur intelligence pour faire leurs intérêts. Ils ne savent pas défendre leurs intérêts. C'est ça le malheur. Cette génération au moins. Mais j'espère qu'avec l'éducation, avec l'ouverture d'esprit, il y aura des générations africaines d'ici 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40, 50 ans, qui avec le changement du monde aussi, la géostratégie, la géopolitique, ils comprendront qu'on a fait beaucoup d'erreurs, on a fait les salamalek, etc. Ça n'a pas avancé. Il faut faire maintenant les intérêts africains. Il y aura des changements et ça ira même plus vite parce que, comme vous avez dit, il y a des richesses naturelles. On va faire des pêcheries, on va faire l'industrialisation à outrance, à l'échelle continentale, des grands travaux à l'échelle continentale. Il n'y aura pas de chômage. Et la transformation des produits locaux. Et il y aura le bonheur pour tout le monde. Il y a intérêt à le faire. Mais si vous faites vos états là comme ça, mais ce n'est pas vivable aujourd'hui. Professeur, j'étais de la jeunesse Patrice Lumumba, puis de la jeunesse Kwame Nkrumah. On ne comprenait pas trop bien parce qu'on suivait les leaders. On n'avait pas le temps d'analyser, d'avoir la situation à main nous-mêmes. Donc on suivait ce que les leaders disaient, on approuvait ce qu'ils disaient, leur combat, on a approuvé. Et quand on est parti en France, on apprend un peu plus de choses, on comprend, on analyse, on milite à la FEANF, on milite dans l'organisation nationale, l'AEC pour notre cas. Et on avait comme des rêves, qu'il n'y avait pas d'obstacles, si on rentrait, on allait développer l'Afrique, on allait faire des choses, des miracles, etc. On se rend compte que il y a un problème d'intérêt. C'est ça que je ne comprenais pas, les intérêts. Donc les Européens, les étrangers, quels qu'ils soient, et les Chinois, les Russes, les Américains, les Occidentaux, les Français, défendent leurs intérêts. Chacun défend ses intérêts. Peut-être qu'à l'époque, on n'avait pas perçu ces enjeux-là. Voilà, je n'avais pas perçu à l'époque. Et nous, on ne défendait pas nos intérêts réellement. On disait, ça va de soi. Or, aujourd'hui, il faut aussi défendre les intérêts du peuple africain. Chacun défend ses intérêts. Et c'est ça le vrai problème. S'il vient vous aider, donner la coopération, vous aider dans les trucs des armées, tout ça, c'est à cause de leurs intérêts à eux. Tu vois? Et nous, on croit que c'est pour nos intérêts. Non, ils font pour leurs intérêts. Donc, nous aussi, nous devons faire pour nos intérêts. C'est une affaire d'intérêt. Qu'en 1960, dans les années 60, ce qu'on a eu, c'est l'indépendance, voilà, avec le papier bien signé, mais en réalité, il n'y a jamais eu d'indépendance ni d'autonomie. On a l'impression que, quand on regarde, chaque pays ex-colonisateur a gardé son prix carré. On a la France qui a son prix carré, on a la Grande-Bretagne qui a son prix carré. On a l'impression aujourd'hui que quand il y a un problème dans un pays donné,
c'est surtout le pays qui a colonisé ce pays-là qui est en première ligne. Mais c'est ça que je dis. Par exemple, il y a l'intérêt de la France est de garder les anciennes colonies, soit disant dans la francophonie ou bien dans la France-Afrique. Il faut garder ça. Il y a des intérêts matériels. Il y a les ports, il y a les diamants, l'or, le bois, le pétrole, toutes les matières premières qui font leur richesse. Donc il y a intérêt. Mais nous, on ne comprend pas que, comme nous sommes indépendants, c'est défendre les intérêts du peuple africain. C'est ça l'indépendance. On a cru que c'est simplement le tapis rouge, ce sont les titres, c'est le pouvoir. Est-ce qu'on peut réellement défendre nos intérêts? Ah ben oui, il faut s'organiser. Des petits États, des petites armées, des petites économies face à des multinationales, face à des pays aujourd'hui qui sont puissants. Mais voilà pourquoi Kwame Nkrumah dit Africa must unite. L'Afrique doit s'unir. Voilà, tel que nous sommes effectivement petit État-nation, on ne peut pas faire devant les grandes puissances, on ne peut pas faire. Donc, indépendant, sauver les intérêts africains, c'est d'être ensemble, pas faire des choses purement symboliques comme le MOA, des choses comme CEDEAO, la CEMAC, c'est des choses purement symboliques, ou même l'OUA, l'Union africaine. Il n'y a pas de contenu politique dedans, il y a simplement une structure administrative. Donc il faut faire la politique d'abord, créer une puissance politique africaine pour défendre bien les intérêts africains. Mais est-ce que ça c'est possible, professeur? Quand on regarde un peu aujourd'hui les divergences entre nos États, les différences culturelles, parce que l'Afrique c'est 50 et quelques États avec autant de spécificités. La preuve c'est qu'aujourd'hui la marche vers l'Union africaine est... Non, les autres ont eu ça aussi. Les États-Unis, après avoir fait la guerre d'indépendance vis-à-vis de l'ancienne métropole, c'est-à-dire la Grande-Bretagne, 11 ans seulement après, ils avaient les mêmes débats. C'est-à-dire le sud du pays était esclavagiste avec des planteurs, ils ne voulaient pas être fédérés. Ils ne voulaient pas. Ils n'avaient pas trouvé ça, c'était les Noirs vont être commandés, etc. Bon, les autres ont eu la vision de Franklin, Benjamin Franklin, des jeunes gens de 30 ans. C'est-à-dire que Madison, Hamilton, même Jefferson avait 30 ans à l'époque. Hein, et ils ont dit qu'il faut faire la fédération. Pourquoi? Parce qu'on sera fort, on va diriger l'humanité. Il faut le faire. C'est un rêve, c'était utopique, d'autres n'ont pas cru. Aujourd'hui, demandez à la Géorgie, demandez au Texas, demandez à la Corée du Sud de quitter les États-Unis, parce qu'ils étaient contre à l'époque, qu'ils quittent. Ils ne peuvent pas quitter parce qu'ils appartiennent à une puissance. La même chose, nous avons nos divergences, nous avons nos trucs là, mais est-ce que ça nous empêche de créer justement pour l'intérêt de tous un État fédéral, une puissance politique africaine? On gagnerait. Parce que si on fait comme ça, regarde, Franklin a reçu son rêve. Ils ont fait les États-Unis sur une puissance. Simon Bolivar, général Simon Bolivar, qui a libéré l'Amérique latine, il a dit la même chose. Organisons-nous, faisons les États-Unis d'Amérique latine. On parle l'espagnol, on est tous des chrétiens, on est riches. Ils ont refusé. Aujourd'hui, quel est l'État de l'Amérique latine qui peut être écouté dans le monde? On parle d'eux quand il y a les cocaïnes, quand il y a les marijuana, quand il y a les coups d'État, quand il y a les narcotrafiquants. Oui, c'est tout. Mais la même chose, ils ont loupé le tournant. Et aujourd'hui, ils sont sud-américanisés, ils n'arrivent pas du tout. Pourtant, ils sont plus riches que les États-Unis. Ils ont le pétrole, le bois, la forêt, etc. Ils n'arrivent pas. Ben, la Chine, c'est une grande puissance, c'est un grand pays. L'Europe va se faire. Et vous allez avoir les petits États, là où il n'y a même pas de crédit, il n'y aura pas des armées fortes, il n'y aura pas d'économie forte, il n'y aura pas de puissance, mais vous serez dominés encore. On dit cette fois-ci, avec la technologie, les satellites, d'être même éliminés de l'humanité. Parce que, en fait, professeur, là où on s'inquiète, c'est qu'on a l'impression que tous ceux qui portaient ce rêve-là ont été à la limite combattus. Vous citez quoi? Mais c'est normal, mais c'est normal qu'on combatte parce que l'Occident ne peut pas vivre sans l'Afrique. Il faut bien savoir ça. Tout l'Occident, ce qui a fait la richesse de l'Occident, ils ont des banques, des chemins de fer, et la révolution industrielle, l'ère industrielle. Mais qui a fait ça? Leur richesse, la bourgeoisie occidentale, le capitalisme occidental qui a fait ça. Mais c'est bien la noire, l'exploitation des colonies, c'est bien l'Afrique noire qui a fait la richesse matérielle de l'Occident. Tous ils avaient des colonies, depuis le Portugal jusqu'en Suède.
Ils avaient tous des colonies. Ils ont exploité ça, ils ont fait leur richesse. On a fait des guerres pour eux. Sans les Noirs, la France serait une colonie allemande. Hitler avait occupé Paris. Et De Gaulle avait fui la France, l'Angleterre, il est venu au Congo-Brazzaville, qui a fait de Brazzaville la capitale de la France libre. Ils étaient vaincus. Et ce sont les divisions blindées de Jean Leclerc qui ont libéré Paris. C'était des Noirs qu'on critique, qu'on injurie, en appelant ça des tirailleurs sénégalais. On ne donne même pas aucun droit. C'est nous qui avons fait l'Europe matériellement. C'est nous qui avons créé la bourgeoisie européenne capitaliste. C'est pas eux. Est-ce que nos leaders politiques... Mais on peut faire la même chose pour nous. Qu'est-ce qui nous empêche de créer une bourgeoisie noire africaine pour les intérêts de l'Afrique, de créer la puissance politique? Mais il faut faire ces choses-là. Il y a pas mais les Chinois sont plus intelligents que nous, les Européens. Mais tout le monde a le même cerveau, les mêmes neurones. Mais professeur, quand vous regardez nos leaders politiques aujourd'hui... Mais oui, mais c'est des leaders qu'on a mis là pour... Ils ne vont pas rester là pendant 1000 ans. C'est des leaders... que la France, les pays occidentaux sont très calculateurs. Ils savent défendre leurs intérêts. Ils placent les gens qu'il faut, ils font la sécurité, ils infiltrent tous les systèmes. Mais c'est la démocratie, c'est nous qui les votons. Ils font tout ce qu'il faut et nous n'arrivons pas à défendre nos intérêts. Tu es chef, tu es le tapis rouge, on te fait le salamalek, on t'adore, on fait ceci, tu fais les mandats, tu changes les constitutions, tu refais les mandats, le pays n'avance pas parce que tu n'as même pas d'argent, tu t'endettes auprès de la Banque mondiale, le FMI, etc. Le pays se détruit, se fragilise. Et cette fragilité-là, l'Occident adore ça parce qu'il peut mieux exploiter, prendre l'uranium au Niger gratuitement. Il n'y a pas un seul grain de diamant en Belgique et Anvers c'est la capitale du diamant. Ils ont le diamant où Areva est le nucléaire du monde. Ils ont l'uranium où. Professeur, est-ce que la solution c'est la révolution? Non, c'est pas la révolution. Il faut analyser les choses. Il faut comprendre les choses. On n'est pas obligé de faire la révolution. La révolution peut se faire de façon justement par l'analyse, par la critique. Mais si vous ne faites pas, vous allez faire quoi? Si on ne fait pas ça, on va faire quoi? On va faire ces États africains pendant des siècles, mais ça ne peut pas tenir. Ça ne peut pas tenir. On va faire quoi? Est-ce qu'il y a des fatalités? Il n'y a pas de fatalité. Si vous faites un hôpital, on ne peut pas faire un hôpital, on ne peut pas faire un lycée, on ne peut pas faire un chemin de fer, on ne peut pas faire un État fédéral. Qu'est-ce qui empêche? Rien n'empêche. C'est simplement, on va vous croire que c'est de l'utopie. Mais les États-Unis, c'était l'utopie. C'est du rêve. Mais les États-Unis, c'est du rêve. Il faut rêver pour soi, pour nos intérêts. Si on ne fait pas ça, on sera, je vous dis, avec la science, les technologies, les changements climatiques, la pauvreté matérielle de l'Occident, nous serons éliminés littéralement. On va vivre dans les réserves comme les Indiens vivent dans les réserves dans un pays démocratique comme les États-Unis. Ils n'ont rien du tout. Ils vivent dans les réserves. Nous aussi, ça va nous arriver. Parce que l'Occident est violent par essence. Mais est-ce que ce n'est pas la solution de la facilité que d'accuser l'Occident? Parce qu'aujourd'hui, quand même, nous avons près de 60 ans d'indépendance. Nos pays sont démocratiques et tout. Et beaucoup ne comprennent pas que c'est... Quand vous prenez, par exemple, la République démocratique du Congo, qui est considérée comme un scandale géologique, à côté, il y a bien sûr le Congo, on a le Gabon, on a un certain nombre de pays qui ont énormément de ressources, mais rien que par exemple, il y a par exemple des problèmes de route. Non, moi, parlons un peu bien. Moi, je n'accuse pas l'Occident ou la France. Je dis simplement que la France, l'Occident, ils savent défendre leurs intérêts. Ils savent défendre leurs intérêts. Ils mettent l'argent, ils mettent les hommes, ils mettent les moyens, ils mettent l'intelligence qu'il faut pour défendre leurs intérêts. C'est tout. Nous, Africains, nous ne défendons pas nos intérêts. On ne sait pas encore défendre les intérêts africains. C'est ça notre problème. Donc on n'accuse pas, si j'accuse, c'est les Africains eux-mêmes. Pourquoi nous n'arrivons pas à défendre nos intérêts? C'est ça le problème. Bon, on n'a pas... c'est ça le problème de l'Afrique. Mais les États-Unis défendent les intérêts américains. American First. De Trump, Donald Trump. Oui, ils défendent les intérêts américains. Le reste, ça ne le regarde pas. Les Chinois défendent les intérêts chinois. Il faut la roue de la soie. C'est dans l'intérêt de la Chine. Ils vont créer un marché de 3 milliards d'habitants. Et on fait l'Europe.
mais c'est dans l'intérêt de l'Europe. Même s'il y a Brexit, l'Europe, ils savent que avec l'OTAN, avec des choses comme ça, il vaut mieux faire l'unité de l'Europe. Il faut se rapprocher de Moscou. Mais chacun fait ses intérêts sans regarder l'autre. Tu as ton génie, tu as ta volonté, tu fais tes intérêts. Les Africains, ils ne développent pas leur génie pour faire les intérêts, défendre leurs intérêts. Ils ne développent pas leur intelligence pour faire leurs intérêts. Ils ne savent pas défendre leurs intérêts. C'est ça le malheur. Cette génération au moins. Mais j'espère qu'avec l'éducation, avec l'ouverture d'esprit, il y aura des générations africaines d'ici 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40, 50 ans, qui avec le changement du monde aussi, la géostratégie, la géopolitique, ils comprendront qu'on a fait beaucoup d'erreurs, on a fait les salamalek, etc. Ça n'a pas avancé. Il faut faire maintenant les intérêts africains. Il y aura des changements et ça ira même plus vite parce que, comme vous avez dit, il y a des richesses naturelles, on va faire des pêcheries, on va faire l'industrialisation à outrance, à l'échelle continentale, des grands travaux à l'échelle continentale, il n'y aura pas de chômage. Et la transformation des produits locaux. Et il y aura le bonheur pour tout le monde, il y a intérêt à le faire. Mais si vous faites vos états là comme ça, mais ce n'est pas vivable aujourd'hui. Professeur, vous êtes auteur de dizaines et de dizaines de publications et d'œuvres aujourd'hui qui font autorité dans le domaine scientifique. Et ce qu'on remarque, vous l'avez tantôt dit, chaque Anta Diop vous a beaucoup inspiré. Et le fil rouge également de votre œuvre, c'est un peu cette volonté de donner ou de redonner à l'Afrique la place qui lui revient. L'afrocentrisme, si cher donc au professeur Cheikh Anta Diop. D'abord, qu'est-ce qu'il faut entendre par afrocentrisme? Qu'est-ce que véritable, quel est le combat de l'afrocentrisme? Oui, les Noirs américains qui ont fait cette affaire-là appellent ça afrocentricité. C'est-à-dire que l'Afrique, au lieu d'attendre la réflexion des autres, développe sa propre réflexion en se prenant comme centre lui-même et non comme périphérie. Voilà, c'est afrocentricité. Maintenant, les ennemis, les africanistes, c'est-à-dire les gens, les chercheurs étrangers contre l'Afrique, tous, sans exception. Eux, ils parlent d'afrocentrisme, comme racisme, communautarisme, tout ce qui est isme, les mauvais. Voilà, donc ils parlent d'afrocentrisme. Les Noirs américains ne parlent pas d'afrocentrisme, mais d'afrocentricité, notamment le professeur Asante, qui est l'un des théoriciens de cette affaire-là. C'est ça que ça veut dire. Mais nous, en Afrique noire, sur le continent africain, on ne développe pas tellement. Cheikh Anta Diop n'a pas développé l'afrocentricité ou il n'est pas afrocentrique. Le problème de Cheikh Anta Diop, c'est qu'on lui a dit, quand il était jeune au lycée, à l'école, l'Afrique n'a pas d'histoire. À peine, vaguement, le Mali, le Ghana, son rail, des choses comme il n'y a peu pas d'histoire. Il a grandi, il a trouvé que non, il y a une histoire. Je vais essayer de chercher, j'ai les moyens. Il va, il cherche, il va jusqu'en Égypte. Il est même ébloui, il ne s'attendait pas, il est même ébloui, comme il le dit. Il dit, bon, il ne cache pas pour plaire aux autres. Il a dit, voici nos racines. Il y a un continuum historique depuis l'Égypte antique jusqu'à nos jours. Et ça, c'est pour donner à l'Afrique la conscience historique. Parce que tu ne peux pas te développer si tu n'as pas ta conscience historique. Si tu vis sur la conscience historique d'un autre. Si tu vois le monde selon que la lecture de l'autre. Il faut avoir ta conscience historique pour faire ta propre lecture du monde. C'est ça que Cheikh Anta Diop nous a donné, la conscience historique. C'est ça. Je peux analyser, etc. Voilà pourquoi c'est un combat. Hegel vous a exclu de l'histoire, donc vous ne valez rien dans l'humanité, vous êtes en marche. Que fait M. Sarkozy à Dakar? Il dit que les nègres... On n'est pas suffisamment les nègres ne sont pas rentrés dans l'histoire, donc vous n'êtes même pas considérés. Vous n'êtes pas... C'est des animaux comme qui ne rentrent pas dans l'histoire. Voilà ce que Sarkozy a dit. Les Noirs sont des animaux qui ne rentrent pas encore dans l'histoire. Et on a applaudi. Hein? Et que disent les autres? Et leur livre, c'est toujours des sauvages. Hein? Fauvel vient d'écrire un livre sur les sauvages, des choses comme ça. Il fabrique des théories qui n'existent même pas, le camito-sémitique, l'afro-asiatique. Tout ça, c'est pour annihiler la conscience historique africaine. C'est-à-dire nous rendre au rang des animaux. Professeur, il y a même des dénis dont parlait donc, entre autres, le professeur, qu'évoquait le professeur Cheikh Anta Diop, notamment par exemple sur l'Égypte, avec son origine nègre qui était déniée, en tout cas par des chercheurs occidentaux, qui refusaient de croire que peut-être des Noirs aient les capacités de développer. Oui, mais ça, c'est l'idéologie. Quand j'ai un esclave, je ne peux pas dire que l'esclave est le maître de la civilisation. Je fais tout pour gommer. C'est tout. Ça, c'est l'état moderne.
Depuis le Moyen-Âge, le 14e siècle jusqu'à nos jours, l'Occident, son travail, c'est de dégommer l'histoire de l'Afrique. Mais dans l'Antiquité, hein, les Grecs, qui n'ont pas dominé l'Afrique à l'époque, n'ont été pas dominés par eux. Et qu'est-ce qu'ils disent les Grecs? Que dit Platon? Que dit Aristote? Donc leurs savants, ils disent quoi? Ils disent que Aristote dit clairement que les sciences mathématiques sont nées en Égypte. Et Platon dit la même chose, lisez le Phèdre, c'est écrit que ces sciences-là, qu'on appelle les mathématiques, l'astronomie, la géométrie, etc., c'est né en Égypte, même les jeux de société. C'est écrit par eux, c'est pas moi. Platon est malade quand il écrit ça, Aristote est un fou quand il écrit ça, c'est écrit par eux. À l'époque, il n'y avait pas nos débats. C'est quand on a commencé à coloniser pendant 7 fois, 7 siècles, 700 ans, on t'a fait esclave, enchaîné, animalisé, brutalisé, nègre, etc. Bon, on te colonise encore, tu travailles gratuitement pour eux, tu fais l'apartheid. Donc, il n'y a même pas de droit de l'homme. À la place, on fait le code noir pour te diriger. Tu es un meuble, tu te rebelles, on te marque avec les faits. Les soi-disant les hommes. Qui a trahi les droits de l'homme? C'est l'Occident. L'Occident est un traître des droits de l'homme. Pourquoi ils ont tué Sankara? Pourquoi ils ont tué Cabral? Pourquoi ils ont tué Lumumba? Pourquoi ils ont tué les Oumniobe, etc. Pourquoi ils ont tué Boganda? Hein? Mais professeur, alors, mais parce qu'ils défendaient les intérêts africains. Pourquoi on a fait un coup d'État contre Kwame Nkrumah et on a laissé les autres en place? Parce qu'ils défendaient les intérêts africains. C'est ça le problème que nous ne comprenons pas. Il y a un problème de fond. L'Occident, quel qu'il soit, quel que soit le président de la France ou de l'Occident, leur boulot, c'est de défendre les intérêts européens, français en Afrique. Il n'y a pas autre chose. Ils le disent clairement. Je n'invente rien. Je crois qu'il n'y aura jamais, jamais un chercheur français, occidental, objectif vis-à-vis de l'histoire africaine. Jamais. Quel qu'il soit. Ils ne peuvent pas être. Parce que ils sont payés pour faire des recherches pour dominer l'Afrique. C'est pas autre chose. Ils sont nommés à des hauts postes, à des grandes chaires pour dominer l'Afrique. Ils ont des bourses, des recherches, de l'archéologie pour dominer l'Afrique. Et Marcus Garvey l'a dit, il n'y aura jamais quelqu'un, un occidental avec beaucoup de sympathie pour écrire l'histoire de l'Afrique par amitié, par amour, par fraternité, par camaraderie. Ils écrivent pour leurs intérêts. C'est ça que nous ne comprenons pas. Il n'y a pas d'amitié comme ça. C'est les intérêts. Nous sauvegardons nos intérêts. Après, on va dire, c'est des hommes comme nous. On discute d'homme à homme. Mais nous, on ne discute pas d'homme à homme. Eux, ils discutent en défendant leurs intérêts. Quand on fait la France-Afrique, on va là-bas. Quel intérêt les Africains défendent? Ils défendent les intérêts de la France, de la francophonie. Ils ne défendent pas leurs intérêts. Il faut défendre nos intérêts. La France défend ses intérêts, la Chine défend ses intérêts. Et on discute à égalité. On discute à égalité. Et chacun, c'est la lutte, c'est la vie, on partage. Mais nous, on ne veut pas défendre les intérêts. On veut être dominé. Professeur, la nation est une faiblesse. On a vu les gens de l'Amérique latine. Hein? Mais la Chine peut faire aussi plusieurs républiques. Hein? Ça va leur donner rien du tout. Ils ont fait un seul État. Nous, on a fait le mauvais chemin, comme l'Amérique latine a fait le mauvais chemin contre Bolivar en prenant plusieurs chemins. Ça ne va nulle part. Donc vous ne croyez pas qu'on puisse un jour arriver à Mais non, on ne peut pas faire comme ça. Ça n'existe pas. Donc vous aurez les États-Unis, un seul ambassadeur à Paris. Et vous, pauvres, vous avez 54 ambassadeurs. La Chine, puissance, un seul ambassadeur à Paris. Et vous, pauvres diables, comme vous injuriez même, vous avez 54 ambassadeurs. Mais vous voyez, c'est contre l'humanité, c'est contre l'histoire. On ne fait pas comme ça. Il y a intérêt à être fort. Tu seras heureux aujourd'hui. Ton équipement sera même merveilleux. C'est ça. On ne perd pas en étant ensemble. On ne perd pas en développant l'État fédéral. On ne perd pas en faisant... Mais on a fait le mauvais chemin, guidé par l'Occident d'ailleurs, pour bloquer l'Afrique. Donc, on fait les petits trucs. Bruxelles, tu crois que Kwame Nkrumah, au Sadjefo, aurait accepté que l'Union européenne finance
l'Union africaine. Comment l'aurait accepté? Mais ça, c'est un crime, ça. Mais comment, pour qu'ils ne supportent pas les organisations de Chine, des Chinois ou des Arabes ou des Russes, pour qu'ils ne financent pas là-bas. Ils financent chez nous pour suivre ce que nous faisons, pour espionner les chefs d'État africains et pour contrôler l'Union africaine. On ne peut pas avancer sur ce mauvais chemin. Quand le président Sarkozy a fait tuer Kadhafi par le Charles de Gaulle, qui l'a mobilisé, qui a bombardé la Libye, et par l'OTAN, qui a tué Kadhafi sous l'ordre direct du président Sarkozy, qui a tué Kadhafi, après avoir pris l'argent de Kadhafi. Bon, tout ce qui était là-bas, il a favorisé le désarroi, il a favorisé la déstabilisation en question, il a favorisé ça, il a déstabilisé la Libye. Or, quand c'est un Africain, vous l'amenez à la CPI, non? Mais le président Sarkozy devrait aller à la CPI parce qu'il a détruit un pays comme la Libye. Il a mis du désordre en Libye, il a tué Kadhafi. C'est ça le problème de fond. Et après, il y a eu un désordre tel, parce qu'il y avait une armée. Les armes se sont répandues, les groupes se sont répandus, et chacun a mobilisé ça. Et qui donne les armes aux djihadistes là? Ils n'ont pas d'usine pour fabriquer les armes. Qui leur vend les armes là? C'est pas le même Occident. Est-ce que vous pensez qu'il y a un complot? Mais bien sûr, le même Occident leur vend des armes. Parce que s'il y a l'instabilité, ça arrange l'exploitation. S'il y a la paix, la rigueur, vous travaillez, et c'est sérieux, les Occidentaux n'aiment pas tellement ça. Il faut qu'il y ait du désordre pour qu'ils puissent vendre leurs armes. Il faut qu'il y ait Mais qui vend les armes au Yémen ou en Arabie Saoudite, et pour tuer les Yéménites? Hein? Oh, c'est pas la France qui les vend. Mais ici, par exemple, c'est des histoires, tout ça. Ici, les États sont... Il faut bien étudier ces djihadistes-là. Ils ont commencé à Boko Haram, qu'est-ce qu'ils veulent, comment ils sont organisés, ils viennent d'où, etc., du Proche-Orient, du Moyen-Orient, qui les finance, comment ils sont, etc., ils sont organisés et comment ils opèrent. Ça, il faut faire une étude assez approfondie de voir leur comportement, leurs moyens de substance, etc., etc. C'est les mêmes qui vous donnent les armes, c'est les mêmes qui leur donnent des armes, qui leur vendent des armes. C'est les mêmes gars. Ils vendent les armes en Arabie Saoudite et puis il y a crise humanitaire au Yémen. Ceux qui créent la crise humanitaire, ils pleurent de ça, mais ils n'ont qu'à arrêter les armes d'abord. C'est la même chose. Donc, qui alimente les djihadistes? C'est eux, etc. Bon. Ensuite, quelle armée africaine qui les combat? Il n'y a pas d'armée africaine. Il n'y a pas d'équipement, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de... C'est pas sophistiqué. Il n'y a rien, il n'y a pas d'armée. S'il y avait une armée africaine de 4-5 pays, ils allaient en finir par eux-mêmes. Mais il n'y a pas d'armée. Ils n'ont pas d'équipement, ils n'ont pas d'argent, ils n'ont pas de structure. C'est ce qu'on tente de faire dans le cas du G5 Sahel, les 5 pays oui, ils n'ont pas d'armée. Voilà pourquoi ils demandent à la France de les aider. C'est tout. Mais il faut avoir votre armée, c'est ça le problème. Tous ces pays-là doivent avoir une seule armée. Elle serait forte. Mais chaque armée, ça ne va pas. Il faut une armée forte. Mais les États-Unis, c'est grand. Ils ont un seul état-major. Les États-Unis sont grands. Ils ont un seul chef d'état-major, un seul ministre de la Défense, un seul. Et puis, il y a tous les moyens sophistiqués, il y a l'ordre, il y a la discipline, il y a l'état-major, il y a le commandement, il y a les moyens qu'on donne, il y a les ordres, et puis on va au combat, il y a la formation. Mais ici, il n'y a pas d'argent, ça coûte très cher. L'équipement coûte très cher, c'est sophistiqué. On n'arrive pas à payer ces histoires, les drones et tout, on n'arrive pas à payer. Et puis bon, on est là comme ça, on va même pas au combat. Et on surveille peut-être la ville comme ça. Et puis la France dit, bon, je viens vous aider, mais il n'envoie pas beaucoup de gens, non, il ne donne pas l'argent, puisque le président du Tchad, le président il réclame l'argent, non, depuis longtemps, et il n'y a pas d'argent. On est organisé, Barkhane, tout ça, il n'y a pas d'argent. On va faire comment? Et justement, le président français a invité les présidents des 5 pays du G5 Sahel, en tout cas, à se retrouver le 16 décembre à Pau, justement parce que, en tout cas, le président français exprimait son agacement face à la montée du sentiment anti-français dans ces pays du G5 là, parce que en tout cas il estime que normalement ça devrait être le contraire vu que la France est engagée pour défendre ces pays, et il demande donc à ses présidents de venir à Pau en France pour clarifier leur position, parce qu'il estime Mais pourquoi ne clarifier la position à Bamako?
là où il y a les djihadistes, là où il y a les problèmes. Pourquoi on ne va pas clarifier les positions à Ouagadougou ou à Niamey? Il faut qu'on aille à Pau. Vous voyez bien que c'est comme des serviteurs. On ne vous prend pas en considération. Le combat a lieu ici. Les problèmes sont lieu ici. Il y a les difficultés. On peut aller même sur le terrain. Il y a des problèmes. C'est les gens ici que les soldats meurent. C'est ici qu'il y a des problèmes. Venez sur place et puis on analyse, on voit, etc. Hein? Donc, déjà, vous n'avez pas l'argent. Il faut payer vos billets. Il faut payer votre séjour, aller-retour. Et quand ils voyagent, ils voyagent avec 100 types. Il faut aller là-bas. Et puis revenir. Certains, ils voient encore des élans de paternalisme. Mais c'est comme à des enfants. À des enfants. Le combat a lieu ici. Les difficultés ont lieu ici. Le mieux, et les plus nombreux sont ici. Les chefs d'État les plus nombreux. Là-bas, il est tout seul. Le mieux qu'il devienne tout seul avec son ministre de la Défense, son état-major, pour discuter des problèmes ici sur place. Hein? C'est même un manque de respect. Normalement, on ne devrait même pas aller, quoi. Parce que il faut en finir avec cet esprit d'enfantin. Il faut en finir. Il faut respecter l'Afrique. Les Africains doivent respecter l'Afrique. C'est ça qui... Tu aurais appelé un président français comme s'il allait refuser. Tu allais faire appeler un président américain, Trump refuse. Nous ne respectons pas l'Afrique. Il suffit que n'importe qui vous appelle, n'importe qui vous fait ceci, on vous appelle en Chine, vous partez, on vous appelle à New Delhi, vous partez, on vous appelle à Moscou, vous partez, on vous appelle ceci, vous partez, c'est de n'importe quoi. Il n'y a pas de respect du continent africain par les Africains eux-mêmes. Il faut respecter. Et puis si vous respectez, on va vous respecter. Mais si on dit, on claque la main, venez, vous courez comme des enfants et des chefs d'État qui sont... Mais est-ce que nos chefs d'État ont vraiment le choix? Parce que c'est ça également le problème. Mais ici, nous ne sommes pas chefs d'État. Et ils quittent. Et le chef d'État a tous les choix. Il a la souveraineté nationale. Il a la souveraineté. Ils sont nombreux. Ils ont la souveraineté. Ils sont... des pays riches, ils sont des pays puissants, ils sont des pays, ils sont ensemble. Hein? Il faut qu'ils se coordonnent. Ensemble, on fait l'unité. On devrait faire simplement ceci. Il y a 3 ou 4 pays là. On dit, nous désignons le chef, par exemple, de tel pays, hein, et qui, pour ce problème-là, est notre leader. Ils sont tous au même niveau. On doit dire pour le Sahel, nous sommes tous engagés, mais notre président, notre porte-parole, les gens à qui nous nous fions, la concertation, c'est tel président. L'unité, on le met devant. Mais c'est ce qui se passe, il y a le président en exercice du G5 Sahel, c'est tournant. Oh, c'est des histoires. Ça tourne comment? Ça tourne. Ça dit, tu n'as même pas fini, ça tourne. Parce qu'on craint la caporalisation, on craint que c'est donc, on craint l'exercice du pouvoir. Ça ne marche pas ces choses. On fait dans la peur. Il y a des choses dans la peur, pas dans la sincérité, pas dans l'objectivité, pas dans les principes. Donc il faut l'enlever et ça fait bien. Tu as déjà vu les présidents, là où ça marche réellement, fait des trucs tournants, après 2-3 mois t'enlèves, 2-3 mois t'enlèves, vous avez obtenu quel résultat? On ne fait pas les trucs tournants comme ça. Hein? Professeur, c'est la peur qui dicte le contour. Professeur, est-ce qu'il n'y a pas un passif qu'on a du mal à solder avec la France? Non, mais il y a pas pas de l'ensemble des pays. Non, il n'y a pas de passif. Nous, on était colonisés. D'abord, on était... C'est l'histoire. Si on loupe l'histoire, on loupe tout. Nous étions esclaves par l'Europe, la France y compris, surtout. Les ports de Bordeaux, de Dieppe, de Lorient, Saint-Malo, tout ça, c'est des ports négriers, en quantité. Des ports négriers en quantité, Saint-Malo, port négrier, Nantes, port négrier, Lorient, port négrier, Bordeaux, port négrier, Dieppe, port négrier, etc., etc. On était port négrier. Hein? Donc ils ont fait beaucoup de richesses. Ils ont eu la Louisiane, les Antilles, ils ont eu des colonies. Et on a fait leur richesse, le sucre, les plantations, et ils ne connaissaient même pas la pomme de terre. C'est parti au Mexique, le Mexique en France. Voilà. Ensuite, ils dominaient. Ils dominaient. Et aujourd'hui, ça continue par le type qui a tous les ports. Imagine-toi, les ports maritimes de la Chine appartiennent à quelqu'un qui n'est même pas chinois. Imagine que toi, tous les ports américains importants appartiennent à un type qui n'est même pas américain. C'est le cas pour l'Afrique. Hein? Tous les ports américains,
Luanda, Brazzaville, Douala, Kribi, Abidjan, Conakry, Dakar, tous ces ports appartiennent à un individu qui n'est même pas l'État français, qui a même des problèmes judiciaires dans son pays, M. Bolloré. Mais quel est le continent qui peut faire ça? Mais vous ne voyez même pas tous les ports, l'export, l'import, tout ce qui rentre, tout ce qui sort, on donne à un individu qui vous trompe avec des maisons, qui dit les cinémas, qui construit des choses, des blagues comme ça, ou les voitures électroniques, des choses comme ça. Là. Mais même à des Saint-Jean, on ne le fait plus. Et nous acceptons. Manque de respect du continent africain. Manque de respect du patrimoine africain. Par nous-mêmes africains. Bolloré, il est qui même. Hein? Et on lui donne. C'est pas lui qui a conduit à aller au Fouquet avec le président, lui donner des yachts et tout. C'est un type qui n'a pas d'éthique, qui n'a pas de vertu. Et nous faisons avec lui. Voilà. Ensuite, non, après nous étions colonisés, etc. Ça fait des réflexes que vous appelez des relations historiques, des relations culturelles. On parle la langue, ils viennent ici, on est comme familiers, d'accord. Mais cette familiarité nous conduit à baisser, à nous rabaisser, c'est tout, à nous faire manque de respect. Et si l'Afrique est debout, entier, respectueux, tout ça, on va changer le comportement de la France et la France va nous respecter, ça ira mieux et pour la France et pour l'Afrique. Mais si en Afrique il y a des gens qui lâchent tout, qui essaient de sauver leurs